Trouve-toi des frusques. C'est chouette. J'aime mon travail. T'aides les gens, t'es proche d'eux. Mais la nuit, quand je suis de garde, dans ces corridors stériles, j'avoue que j'ai quand même un peu la nostalgie de ma vallée et de cette bonne odeur de pain frais. À ce moment-là, il m'arrive de manger une morse de bon pain avec un brin de fromage. Alors je me sens presque comme à la maison. Hiver dernier, Miss Suisse 98-99, clouée au lit par une grippe. Pour cet hiver, elle est vaccinée. La vaccination contre la grippe est recommandée et remboursée pour les plus de 65 ans. Le vaccin contre la grippe, c'est maintenant. Demandez à votre médecin ou votre pharmacien. Lorsque votre nez bouché vous complique la vie, prenez le nouvel Otrivine. Otrivine libère rapidement votre nez et diminue l'irritation des muqueuses nasales, afin que vous puissiez respirer sans difficulté. Otrivine, avec sa nouvelle formule en cas de rhume. Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage. La Blob Kick Watch de McDonald's, en 3 couleurs. Foncez car elles vont partir en un rien de temps. Vendu pour 9,90 avec chaque menu super prix. Chaque seconde compte. Quel que soit le sport que vous pratiquez, attention les articulations. Protégez-vous contre les blessures et demandez notre brochure gratuite. Liquide, rapide, sain. Le nouveau Muesli Drink Tony. Ça tombe bien. J'en ai qui ont un feeling géant. Des crestes. Putain, la marque, elle en a rien à cirer. Écoute, j'ai un truc hyper sûr avec un feeling à tomber par terre. Pas terrible, hein, avant de s'envoyer en l'air. Si jamais j'ai des crestes, un feeling, tu vois. Capote crest extra feeling. Tu emballes et c'est la totale. Oh, une lampe. Arrête, ça me chatouille partout. Tu m'as libéré, Aladdin. En récompense, j'exauce 3 de tes vœux. J'aimerais bien être rusé comme un renard, fort comme un ours et volé comme un aigle. Alors tu as besoin de Red Bull, la boisson énergétique. Elle stimule le corps et l'esprit. Red Bull donne des ailes. Adieu mon esprit. Ouais, et qui exauce mes vœux. Tu restes ici. Respecte la nature, elle te le rendra. Chez Coop, nous le savons bien. C'est pourquoi nous vous offrons toujours ce qu'il y a de mieux. La vie est pleine de surprises. Une chance qu'il y ait une assurance avec laquelle tout est clair. Bonjour mon chéri, c'est moi. Je suis très pressée, mon train part dans 5 minutes. Et je rentre déjà ce soir. T'es content, hein? Tu n'as pas oublié de tondre le gazon, j'espère. Tu me l'avais promis. D'ailleurs, tu sais que les Favres reviennent lundi. Il faut absolument que notre pelouse soit impeccable.
Un Carôme, le café douceur. Bienvenue au studio 4 de la télévision suisse romande. Marie-Thérèse Porcher, Lolita Morena, Philippe Gueluc et Stéphane Bern en jury, Alizé, Axel Bauer et Carlito en vedette, et 5 fans de karaoké prêts à exploser la scène. Superstar d'un soir, le moment le plus chaud du week-end, samedi sur TSR1. Bonsoir et merci d'être avec nous. Au menu ce soir, du football avec 3 rencontres avancées du championnat de Suisse. Yverdon-Lucerne, Servette contre Grasshopper et Haro contre Sion. On commence avec Yverdon-Lucerne. Les deux équipes, vous le savez sans doute, sont sous la barre. Mais chez lui, Yverdon se doit de gagner. Voici tout de suite le reportage en provenance du municipal. Commentaire Jean-François Develay. 2 nouveaux joueurs à Lucerne, le Slovaque Lerent et le Croate Belaïch. 2 nouveaux joueurs, un nouvel état d'esprit, un nouveau dispositif tactique et une très très bonne entame pour les hommes d'Andy Egli qui menacent ici Delay par Frey avec ce petit retourné. Lucerne, durant les 10 premières minutes, est extrêmement présent. La preuve, cette action de la 10e minute justement avec Frey qui lève la tête et la balle. Petite erreur de Delay, grosse conséquence. Nkoufo a suivi, c'est 1-0 pour les Lucernois. Il est content Nkoufo, il a remarquablement joué et il concrétise ainsi la domination de son équipe. Domination initiale seulement. On revoit encore une fois la petite erreur de Delay, ce sera la seule du match. Le gardien yverdonois sera exemplaire par la suite. 1-0 donc pour Lucerne, mais Yverdon réagit tout de suite. Avec cette action, Diogo Peko, Fridli qui échoue finalement sur Folletti. On revoit au ralenti l'excellente sortie du gardien lucernois. Yverdon est mené, mais Yverdon joue mieux. 27e minute, Costantino. Peko, Costantino. Beaucoup de lucidité, Gilles surgit, c'est 1-1. 5e but de la saison pour le petit Brésilien. Très joli coup d'œil de Costantino qui aurait pu tirer mais qui offre ce but au Brésilien Gilles. Et puis on va aussi donner le mérite à Peko qui fait une remarquable ouverture à Costantino. 1-1 donc à la demi-heure et c'est logique. Cela dit, le dernier quart d'heure sera plutôt à l'avantage des Lucernois. 32e minute, beaucoup de contestations sur cette action. Faute de Juninho sur Nkoufo. En dehors des 16, c'est juste. Carton jaune seulement, les Lucernois auraient aimé le rouge, mais l'arbitre a estimé que Juninho n'était pas le dernier défenseur. Lucerne qui continue de se créer des occasions. Nkoufo, Delay. Magnifique arrêt du gardien yverdonois. On était à la 39e minute. Centre de Frey, tête piquée de l'avant-centre lucernois. Et miracle réalisé par le gardien yverdonois. 1-1, c'est le score à la mi-temps. Deuxième période, on démarre avec Spicher à la lutte avec Diogo. Les défenseurs yverdonois sont traumatisés par le pressing de Spicher qui récupère la balle. Nkoufo, Viss, Aurel, Delay. Superbe arrêt une nouvelle fois du gardien d'Yverdon. Yverdon qui se rebiffe. 54e minute. Superbe fin de Gilles qui centre pour Gowri. Et c'est le poteau qui sauve Folletti. Très très bonne période pour Yverdon aux alentours de la demi-heure de jeu. Faute sur Gilles. Faute de Lerent sur le petit Brésilien. Faute peut-être un petit peu sévère. Mais coup franc pour Yverdon et 2-1.
fantastique frappe de Costantino au premier poteau. Magnifique. Et ce but vient concrétiser la domination à ce moment-là des Vaudois. Lucerne va réagir encore avec une grosse tentative ici, 81e minute. Nkoufo, il est fâché. Regardez, sa tête vient frapper la latte de Delay et Nkoufo ensuite échoue pour pas grand-chose. Toujours 2-1 pour Yverdon. Yverdon qui va se créer encore une énorme occasion ici. Tête de Goury, Gilles Folletti, poteau. Ça fait 2 poteaux à 1 pour Yverdon à ce moment du match. On était à la 81e minute. Et on va voir que là, c'est 2 arrêts successifs de Folletti. Folletti qui dévie sur Gilles et qui dévie encore sur le poteau. 2-1 donc à ce moment-là. Mais Yverdon va sceller le sort du match à la 85e minute par Goury. 3-1. Superbe victoire pour les Vaudois. Victoire méritée. Victoire obtenue au terme d'un très bon match. Oui, superbe victoire, et victoire très importante, on le verra tout à l'heure au classement. À l'issue du match, Jean-François Deblay est allé vers un des hommes en vue de cette rencontre. Il s'agit de Piero Costantino. Exactement. Je crois que peut-être avant, début de saison, on perdait ces matchs 1-0 et par la suite, on n'arrivait pas à réagir justement. Là, on a tourné la vapeur, comme on dit, et il y a eu une super réaction, quoi. C'est vrai, là, eux, ils ont bien commencé le match. Et puis bon, au fil des minutes, on a commencé à prendre le dessus. Et maintenant, les perspectives ? Les perspectives, c'est un match après l'autre, essayer de les gagner. Et c'est faisable, quoi. Il faut y croire et je pense qu'on peut y arriver. Voilà, on va retrouver maintenant au Charmy Yannick Parat pour une quinzaine de minutes du match entre Servette et Grasshopper. Vous le savez sans doute, les Genevois n'ont plus gagné depuis 4 rencontres. Mais malgré l'adversaire, même si l'adversaire s'appelle Grasshopper, les Genevois rêvaient d'un coup d'éclat. Et oui, Pierre-Alain, et surtout, Servette restait sur une défaite mortifiante dimanche passé face à Neuchâtel-Xamax, où les Servettiens étaient passés complètement à travers. Lucien Favre, l'entraîneur grenat, a d'ailleurs fait le ménage. Seulement 6 joueurs alignés d'entrée à Neuchâtel étaient présents sur la pelouse ici au Charmy. Et ça a marché. C'est un Servette métamorphosé qui est apparu sur la pelouse des Charmy face à Grasshopper. La rentrée de Fournier y est peut-être aussi pour quelque chose. En tous les cas, une chose est sûre, on ne s'est pas embêté ici au Charmy ce soir. Lachor. Fournier. Faute Esposito, coup franc joué très rapidement par Fournier directement sur De Nicolas As. Petric. Tararace. Berner. Alors pas de possibilité devant en retrait avec Tararace. Baumann. Un centre, la tête de Lachor qui a un peu rudoyé Petric, pas d'intervention de monsieur Maillère et Servette peut repartir. Oh, mauvaise relance de Lachor qui a mal négocié ses 2 premiers ballons. Bien joué d'Hippolyte. Pizinat, Hippolyte encore avec Petrov. Intervention As. Oui, bien joué cette fois-ci de Lachor avec Petrov. Alors il y a beaucoup d'espace. Il n'a que Ray au centre. Petrov qui va peut-être se mettre sur son pied droit, oui. Après un peu moins de 4 minutes, première action sérieuse dans cette rencontre. Suite à un déboulé de Petrov, frappe du pied droit, moins puissante que le pied gauche, mais Hubert est inquiété. On vient de commencer la 6e. Petrov, un ballon qui a beaucoup d'effet au 2e poteau. Pizinat. Et Grasshopper se dégage du moins partiellement. Fournier, Petrov, pas de hors-jeu. Alors, le contrôle est parfait. Mais pas facile face à un joueur comme Bernd Haas. C'est un nouveau corner pour les Servettiens. Quasiment le 2e consécutivement Lachor. Oui, et bien joué. 1-0. Pizinat pour Servette. 5 minutes et 40 secondes de jeu. 1-0. Départ idéal des Servettiens sur le 2e corner. On va revoir un corner joué en 2 temps. Il ne marque pas souvent Lionel Pizinat. C'est même son premier but dans ce tour qualificatif. Lachor, Pizinat de la tête à ras le poteau. Rien à faire pour Hubert, 1-0 pour Servette. Oui, c'est très bien fait.
Ouais. Bonne couverture de balle. Pidinat. Lonfa. Wolf. Londono. Pidinat, ouais, c'est bien joué côté servétien. Londono qui va essayer d'accélérer. Pas d'hors-jeu d'Hippolyte. Alors ils sont deux, il y a Petrov. Oui, il l'a vu. Il l'avait vu. Oh là là, la faute de main. La faute de main de Haas. Monsieur Meyer était assez bien placé. C'est néanmoins un corner pour Grasshopper, mais action litigieuse là à la 14e minute. Regardez, Petrov en bout de course. Ouais, Haas qui lève quand même le bras. C'est donc un corner pour Servette, botté cette fois-ci par Fournier. Un gaucher encore une fois. Lonfa, un ballon qui lui a échappé. Pidinat, mais sur la trajectoire, il y avait Tararace. Très attentif à ce qui se passe sur le terrain. Lucien Favre, on a franchi le quart d'heure depuis 1 minute. Servette mène toujours 1-0. Suite au but marqué par Pidinat. Et pour l'instant, c'est assez équilibré, même si Servette est le plus souvent en possession du ballon. Et même si Servette se fait beaucoup plus menaçant que les Uriquois jusqu'à présent. Peda au pied. Ouais, bien joué, bon contrôle. Il a été retenu par Esposito. Baumann qui va peut-être se mettre en position. Oui, c'est passé très près. C'est passé très près. Eric Peda n'a pas esquissé le moindre geste en cette 17e minute. Regardez, ça passe de très peu par-dessus. On va encore en avoir la confirmation ici. Grosse possibilité pour Grasshopper. Lonfa, avantage à Berner dans le jeu aérien. Hippolyte qui va essayer d'aller seul au but. Hippolyte qui va se placer. Un ballon qui a été dévié. Et qui a pris une trajectoire qui a failli surprendre le gardien Hubert. 22e minute. Nouvelle possibilité pour les Servétiens. Regardez Hippolyte qui se met en position. Un ballon qui a été freiné par Smiljanic et qui passe juste par-dessus la transversale. Beaucoup de réussite là pour les Uriquois. Regardez avec ce ralenti. Alors 27e, corner, Petrov. Un ballon qui a beaucoup d'effet. La tête de Pidinat encore, décidément très présent dans le jeu aérien sur les balles offensives servétiennes. Lionel Pidinat. Là, c'est juste par-dessus les buts d'Hubert. Servette s'est octroyé un coup franc intéressant alors qu'il reste très exactement 1 minute à jouer dans cette première mi-temps. Un gaucher Fournier en l'occurrence pour le botter. Les grands sont montés, on pense notamment à Wolf qui est dans les 16 mètres. Oui, un ballon qui a beaucoup d'effet, la tête de Lonfa par-dessus. Sur balle arrêtée, possibilité intéressante pour Servette. Un coup franc très bien brossé par Fournier. La détente de Lonfa par-dessus les buts d'Hubert. Tout cela à la 36e minute de cette première mi-temps. Un peu plus de 8 minutes encore à jouer dans cette première période. Un dégagement de Peda qui termine sa course directement dans les bras de Hubert. Et Grasshopper va pouvoir relancer. Grasshopper qui est toujours mené 1-0 depuis la 6e minute. Esposito, ballon perdu sur Hippolyte. Il y a Fournier qui est seul au centre. C'est pour lui. Fournier. Oh, grosse parade d'Hubert. Grosse parade d'Hubert sur un ballon perdu là à l'orée des 16 mètres par les Uriquois. Mais Fournier n'a pas su l'exploiter. On y reviendra lorsque l'on en aura la possibilité. Parce que Grasshopper maintenant est en train de repartir avec Baumann. Hippolyte, très précieux pour garder le ballon. Hippolyte encore. Londono. Pidinat, Londono. Wolf. Bonne ouverture de Fournier pour Hippolyte face à Tararace. 6 minutes encore à jouer. Londono. Lonfa. Un retour à Londono.
Fournier. Ouais, il faut prendre un peu des risques là dans cette portion du terrain. Bon ballon pour Hippolyte. Hippolyte qui centre. Et c'est Lonfa qui marque le 2-0. Un bon mouvement collectif du Servette à la 40e minute. Et Lonfa peut jaillir sur ce ballon qui a été freiné par le gardien Hubert. Et Lonfa, il marque, c'est son 6e but dans ce championnat. 2-0 pour Servette. On revoit le service parfait de Fournier. Hippolyte encore une fois. Très très habile, un ballon qui a été freiné, mais pas suffisamment par Hubert. 2-0 par Lonfa. Allez, Servette doit tenir encore 4 minutes et 30 secondes pour boucler cette première période avec son avance de 2 buts. Long dégagement de Peda. Là, il est grand, Smiljanic. Petrov. Fournier. Qui a le soutien de Lachor. Fournier encore. Bien joué de la part de Fournier face à Gerber. Petit centre pour Alexandre Ray. Oh, quelle parade encore une fois d'Hubert. Quelle parade en cette 41e minute, mais ce n'est pas terminé. Hors-jeu d'Hippolyte. Alors, nouvelle grosse possibilité pour les Servettiens. Dommage pour Alexandre Ray qu'il n'ait pas pu marquer. C'est un service de Fournier. La belle détente de Ray, la parade exceptionnelle d'Hubert. Stanton Fredericks qui est rentré pour cette deuxième mi-temps en lieu et place du capitaine Esposito. C'est Smiljanic qui a hérité du brassard de capitaine avec Yakin qui se met en position. Oui, possibilité intéressante après un peu plus de 2 minutes dans cette deuxième période. On revoit le pied gauche de Yakin. Donc un deuxième changement du côté zurichois. Ça se comprend puisque Grasshopper est mené 2-0. Petric. Intervention Bratic. Attention, ça revient sur Gerber qui va peut-être se mettre sur son pied droit et frapper. Oui, bonne parade de Peda sur cette frappe de l'ex-lausannois Gerber peu avant la 5e minute. Ouais, très bien étendu le gardien servettien. Corner pour Grasshopper. Baumann, attention, il y a beaucoup de grands gabarits. C'est Yakin qui avait surgi au deuxième poteau, cette fois-ci sans aucun danger pour le gardien servettien. Sébastien, Sébastien, Avec Petrov qui est plus parti seul et qui marque le 3-0. Alors un maillon cafouillé par les Zurichois et Petrov signe le 3-0. Oui, 10e minute de cette deuxième mi-temps. C'est peut-être le but décisif pour les Servettiens. Petrov marque là son 4e but du championnat dans un raid solitaire dont il a le secret. Oui, c'est bien joué de la part d'Alexandre qui peut prolonger. Petrov s'engouffre dans la brèche. Il va très vite lorsqu'il est lancé, le Bulgare. Un pied gauche très sûr. Et c'est 3-0. Petrov qui a très bien choisi son angle. Hubert est battu. 20 grosses minutes encore à tenir pour les Servettiens qui sont toujours nantis d'un avantage de 3 buts. Certains relâchements du côté servettien, moins de concentration, moins de précision dans les passes. Et Grasshopper qui essaye avec ses moyens de revenir dans la partie sans pour autant y parvenir. Bieli. Petrov. Petrov encore, il s'amuse avec Fredericks. Ah, il a le sens du spectacle, le Bulgare. Pidzinat, Bratic. Alors Bratic accélère, il est poursuivi par Petric. Et il peut centrer, Hippolyte. Et Lonfa qui tente de frapper. Oui, bel effort, belle prise de risque encore une fois de Johan Lonfa, qui a marqué tout à l'heure le deuxième but servettien. Et là, une nouvelle fois, il sollicite le gardien Hubert qui s'en tire à son avantage. On revoit, c'est Hippolyte qui a essayé de passer là entre deux joueurs, il n'y est pas parvenu. Un ballon qui traîne à 18-20 mètres, frappe de Lonfa et Hubert, impeccable en corner.
Londono, c'est lui le coupable. C'est lui qui a commis cette faute qui permet à Grasshopper de s'octroyer un coup franc. 29e minute. Alors attention, on dort un peu du côté servétien. Et c'est As qui peut réduire le score très exactement après 29 minutes de jeu. Ah, on avait un peu fustigé l'attitude des servétiens qui s'étaient laissés endormir, qui faisaient preuve de moins de concentration, de moins de détermination. Et là, c'est As qui peut réduire le score. En gros plan, un changement assez particulier puisque c'est un changement de juge de ligne. Le juge de ligne qui accompagnait là tout à l'heure Monsieur Meyer s'est blessé à une cuisse. Il a dû céder sa place et on a fait appel à une autre personne dont je ne connais pas le nom. C'est cette personne qui va officier pour les dernières 15 minutes de cette rencontre. Alors que Servette donc mène toujours 3-1 face à Grasshopper. Et Servette qui ne doit pas se déconcentrer, qui ne doit pas relâcher sa détermination. Et attention à Tararace qui va peut-être pouvoir centrer. Gerber à la tête, Bratic directement sur Bowman. Bowman qui va frapper et qui ouvre la balle. Il n'y a personne si ce n'est maintenant Lachor. Très bonne intervention face à As, avantage aux défenseurs servétiens. Avec un ballon une nouvelle fois perdu. Stanton, la tête de Bieli. Et Londono qui a pu intervenir devant son Gerber. Lonfa. Hippolyte. Et Hippolyte encore qui conserve intelligemment le ballon. Non, cette fois-ci, il ne passera pas. Mais il en veut, il se bat Hippolyte. Mais Lunovic aussi. Mauvais service de Gerber. Coup franc pour Servette, botté par Fournier. Encore 10 grosses minutes à jouer. Lonfa, Pidinat. 10 grosses minutes à jouer et Servette qui doit continuer sur la même lancée. Petrov, Pidinat. Petrov. Lachor qui résiste. Bien joué avec Fournier. Petrov, Ray au deuxième poteau. Petrov l'a vu. Le centre est parfait. Alexandre Ray, tête mal cadrée. Il est vrai que, encore une fois, Hubert était sorti avec beaucoup de rapidité. Et Ray qui ne peut pas négocier comme il l'entend ce ballon. Pedinat pour Ray à la lutte avec Smiljanic qui s'est appuyé. Avec Hippolyte, ouais c'est superbe. Hippolyte et Hubert encore une fois. Petrov qui a choisi de frapper en force à la 35e minute. Dommage. C'était peut-être la balle de KO là, au bout des pieds d'Hippolyte d'abord, de Petrov ensuite. Eh oui, Hippolyte il a un peu trop tardé. Et regardez Petrov qui surgit, qui allume. Mal cadré. Il reste 45 secondes à jouer au chronomètre officiel. Servette mène 3-1. C'est Alexandre Ray qui a cédé sa place, victime de crampes. Servette doit encore s'accrocher pendant une poignée de secondes pour renouer avec la victoire. Attention à ce centre, bonne anticipation de Lachor. Tararace, Gerber, lui aussi, directement en avant. Encore une fois Lachor, Hippolyte. Londono. Bien joué de la part de Londono, Ciliac. Lonfa. Lonfa qui en fait peut-être un peu trop. Et Londono qui se bat comme un beau diable. Lonfa pour une rupture. Il y a Ciliac à la limite du hors-jeu qui vient d'entrer. Ciliac qui frappe. Oui, un ballon qui ricoche sur la transversale. Il a été touché au départ
Ce ballon avec une trajectoire assez bizarre. Regardez. Hubert n'a pas bougé. Oui, il a été freiné. Grosse possibilité pour Ciliac à la 46e minute. Monsieur Meyer a déjà rajouté 2 minutes dans cette rencontre qui voit toujours Servette mener de 3-1, pardon. Et Servette, eh bien, qui s'impose sur ce score, c'est mérité. Servette a pu renouer avec le succès. Servette qui a fait un bon match face à Grasshopper. Incroyable comment cette équipe est apparue sous un visage différent par rapport à la performance contre Xamax. En tous les cas, Servette n'avait plus gagné depuis le 24 septembre. C'est donc une victoire qui va faire beaucoup de bien pour les Servettiens. Victoire obtenue avec la manière, vous l'avez vu. Et à l'interview, on va retrouver quelqu'un qui a vécu des années difficiles avec une blessure. C'est Luca Ippoliti qui était pour la première fois titulaire au sein du FC Servette. Oh, je crois que ça fait toujours bien de gagner. On était sur 2 défaites où on n'avait pas très bien joué. Aujourd'hui, je crois qu'on a prouvé qu'on savait encore jouer au foot. Et puis, on a retrouvé un peu le plaisir de jouer ensemble. Et puis, ça nous fait du bien. Moi, je dirais surtout que vous avez retrouvé une envie de vous faire mal, de gagner, parce qu'à Neuchâtel, ce n'était pas tellement le cas. Il faut dire que tous les matchs, c'est un peu différent, quoi. Aujourd'hui, je crois qu'on a bien commencé, on était bien dans le match, on devait prouver quelque chose devant notre public, et après 2 défaites, c'est bien comme ça. Mais alors, comment expliquer ces sautes de performance? Un Servette qui joue bien, un Servette qui joue moins bien, vous êtes très irrégulier? C'est un phénomène, ça fait 5 ans que je suis là, c'est un peu chaque année la même histoire contre les équipes un peu entre guillemets moins fortes du classement. On n'arrive pas tellement à s'exprimer et puis là, aujourd'hui contre une bonne équipe de Grasshopper, on a fait un super match. Et il faudra confirmer samedi prochain contre Bâle. Bâle reçoit en effet Servette. Dernier match, Haro contre Sion avec Fabrice Jaton. Fabrice, les Sédunois restent sur une victoire contre le leader. C'est quand même bien joué, Lugano, mais une victoire qui avait laissé des traces. Ouais, qui surtout a privé 2 joueurs Sédunois de cette rencontre, puisqu'ils ont été sanctionnés pour 4 matchs. Il s'agit bien sûr de Bertrand Fayeul et de Stéphane Grichting, qui ont été mêlés à une bagarre en fin de rencontre face à Lugano. 2 Tessinois ont également été sanctionnés, Semagnin et Zagorčić. Mais bon, Sion a du cœur, on le sait. Sion devait réussir quelque chose ce soir du côté d'Haro. Haro, 10e seulement du classement avec 16 points, qui n'avait pas le droit à la défaite. Je vous propose de partir du côté du stade du Brüglifeld pour découvrir les meilleurs moments de cette partie. Avec Hervé Toum qui se fait l'auteur de la première action dangereuse pour Sion. On jouait depuis 9 minutes. Yvan Benito se couche bien et s'y reprend à 2 fois pour stopper le missile Sédunois. Rolf Fringer ne semble pas rassuré. Les Valaisans sont au coup franc. Enilton en profondeur pour demi. Le ballon dans les 16 mètres argoviens, contre favorable à Bridi et reprise trop enlevée de Boben. Haro va réagir après 25 minutes. Et de quelle manière? Marc Fichter, servi par Olivier Baudry, décoche un boulet de canon qui aurait pu surprendre Borer. Mais le portier Sédunois est sauvé par sa latte. Superbe frappe, on va la revoir au ralenti. Frappe de l'extérieur du gauche de Fichter. Et Borer, tout heureux de voir le cuir s'écraser sur son menton supérieur. C'est toujours 0-0. On retrouve Sion à l'attaque. Enilton pour Kennedy. Kennedy qui élimine Bader et qui redonne à Enilton. Accélération et frappe du Brésilien. Yvan Benito est à la parade. Fichter, lui, se charge de dégager. Jolie combinaison valaisanne, mais le portier argovien est pour l'instant intraitable. Il reste 10 minutes dans cette première mi-temps. Pavlicevic glisse sur sa droite pour David Bader qui met dans le vent Enilton et qui allume la cage sédunoise. Superbe. Haro mène 1-0. Quel but du numéro 2 du Brüglifeld. On va revoir tout ça au ralenti. Et observez bien la manière dont Bader feinte et laisse Enilton sur place. 1-0, c'est d'ailleurs le score après 45 minutes de jeu. De retour sur le terrain, Sion bien sûr repart à l'assaut de la cage argovienne. Bridi qui décale sur la droite demi. Centre-tir du numéro 6 valaisan qui donne quelques surfroides à Benito. Et l'on va se rendre compte que le tir de demi s'échoue en fait sur l'arrière de la latte de la cage argovienne. Haro toujours à l'attaque, coup franc pour les hommes de Rolf Fringer. Le juge de ligne est prêt, Olivier Baudry aussi. Sa frappe bien enroulée ne passe pas très loin du menton droit de Borer. Le gardien sédunois n'est pas trop content et ne se gêne pas de le faire savoir. Haro qui domine, Haro qui pousse. Alors que l'on revoit cette frappe sur coup franc d'Olivier Baudry.
Haro toujours et encore belle ouverture pour Patrick De Napoli qui vient de rentrer. De Napoli qui se joue de Duru, mais qui une nouvelle fois ne cadre pas son essai. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a le feu dans les 16 mètres sédunois. Haro qui repart de plus belle. Centre de Fichter pour la tête de Baudry. Fabrice Borrer s'en sort une nouvelle fois plutôt bien. Depuis la reprise, le FC Sion ne montre pas grand-chose. Dommage car les hommes de Stambouli ont une grosse carte à jouer. Et il ne reste qu'une minute dans cette partie. Coup franc de la dernière chance pour les pensionnaires de Tourbillon. Marc Ottiguer se charge de lobeter et offre une égalisation inespérée au Sédunois. Incroyable scénario en cette fin de rencontre. Benito lui est à terre. Feinte de Grégory Duru et but d'Ottiguer. Le public argovien est fou de rage et va montrer son mécontentement à l'arbitre qui a sorti à 2 reprises des cartons jaunes en fin de match contre les Argoviens. Pluie de coussins sur la pelouse du Bruglifeld. Les grillages en prennent également pour leur grade, on va le voir. Tout comme l'arbitre de ce match, Philippe Lebas, qui a dû quitter le terrain avec difficulté. Dommage de voir une fois de plus des images comme ça dans le championnat de Suisse. Ce sont des bagarres et souvent des fins de match difficiles ces derniers temps. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Dites-moi Fabrice, vous avez suivi tout le match, ce 1, finalement c'est mérité. Bah écoutez, très sincèrement, Haro tenait à la victoire. On peut le dire, on a vraiment craint le pire pour les Sédunois jusqu'à la fin. D'ailleurs, les Sédunois, on ne sait pas pourquoi, ils sont rentrés en vestiaire. Ils ont même refusé de donner une interview à nos confrères de DRS. Dommage, on aurait bien voulu avoir la réaction d'Henri Stamboulier. Bah oui, mais peut-être n'osait-il pas ressortir vu les circonstances qui régnaient autour du stade du Bruglifeld. On va récapituler, c'était 3 matchs donc avancés de la 17e journée. Je rappelle que les équipes engagées en UEFA, Lausanne, Saint-Gall et Bâle avaient été laissées au repos. Alors on récapitule, Sion, 1-1, victoire de Servette contre Grasshopper 3-1 et victoire importante d'Yverdon contre Lucerne 3-1. Le classement, Fabrice? Avec Lugano qui n'a pas joué, qui profite du faux pas de Getse pour conserver la tête du classement. Les Sauterelles sont 3e, mais dans la ligne de mire de Bâle et Lausanne qui compte un match de moins. 9e place pour Yverdon qui est toujours sous la barre à égalité de points avec le 8e Zurich. Très mauvaise soirée par contre pour Haro et Lucerne, respectivement 10e et 11e. Ça ne va pas fort pour Lucerne et puis pour les hommes de Rolf Ringer. Voilà, et puis samedi, Bâle Servette, Lausanne Haro, et puis dimanche, en ce qui concerne les équipes romandes, Xamax reçoit le leader Lugano et Sion accueille Saint-Gall. En ce qui concerne Lucerne Zurich, c'est le match en direct. On passe à la Ligue nationale B, 3 matchs également aujourd'hui à l'enseigne de la 19e journée. Il y avait des matchs hier. On rappelle la belle victoire à Kriens de Carouge, la victoire de Winterthur contre Locarno 3-2 et la victoire de Wangen contre Baden. Les résultats de ce soir: Ville, l'équipe de Claude Riff est allée gagner au Tessin, ça c'est un superbe résultat, 2-0. Victoire de Soleure contre Delémont, 1-0. Puis alors le score de la soirée, Young Boys qui est Thun, 8-2. Ouais, il y a du côté de Carouge 2 buts de Soubiat qui cartonne lui aussi. Young Boys est seul leader avec 41 points, d'ores et déjà qualifié pour le tour de promotion en relégation. Et puis les Romans, 6e de Léman avec 30 points. Mauvaise affaire pour les deux Lemontins qui restent sous la barre. 10e place pour Étoile Carouge avec 16 points. Et il ne reste que 2 matchs en Ligue nationale B. On termine, mesdames et messieurs, avec les résultats du championnat d'Italie et d'Espagne. On commence par l'Italie. Atalanta Bergame a battu Vérone 3-0. Bologne-Regina 2-0. Dans le match au sommet entre la Juventus et Udinese, victoire d'Udinese, et oui, contre la Juventus 2-1. Il y a eu 2-2 entre Fiorentina et Bari. 2-1, victoire de la Lazio contre Brescia 2-1. Lecce-Naples 1-1. Victoire de Vicenza contre Pérouse 1-0. Au classement, Udinese est en tête, à égalité d'ailleurs avec Atalanta Bergame, 10 points. Et puis il y a 2 équipes avec 9 points, l'AS Roma et Bologne. Puis on a également joué en Espagne, il y avait 4 rencontres. Deportivo La Corogne, le leader, a gagné facilement 4-0 contre Las Palmas. Et puis alors une grosse surprise, Real Madrid a perdu à domicile contre Majorque 2-0. Et en ce qui concerne également la tête du classement, défaite d'Alaves contre Real Sociedad 1-0. Donc en tête du classement, c'est La Corogne qui est seul en tête, 17 points, 1 point d'avance sur Valence. Puis 2 équipes à égalité à la 3e place, Real Madrid et Alaves qui ont tous les 2 perdu. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir, bonne nuit. Nostalgie présente Freddie Mercury, extravagant, unique, solo, le double album avec ses plus belles chansons.
de Freddie Mercury en vente à la Migros. Naturellement. Pour moi, l'Amérique, c'est le Titanic qui fonce tout droit sur l'iceberg. Il ne reste plus beaucoup de temps avant d'arriver au point de non-retour. À quelques jours de l'élection de son président, l'Amérique s'interroge sur ses valeurs. Comeback du puritanisme et réaction de ses opposants. Cette fascination pour le sexe montre la schizophrénie des Américains. Face au laxisme politique concernant le rôle des fabricants d'armes dans l'augmentation de la criminalité, les villes américaines se mobilisent. Reportage. Abraham Lincoln disait que la fin de l'Amérique ne serait pas provoquée par une grande puissance extérieure, mais par l'ennemi intérieur. Spécial USA à la veille des élections dans Temps Présent, jeudi sur TSR1. So the answer is yes, I intend. Ça y est, la grève, c'est fini. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci d'être avec nous. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Le Parti Socialiste crée l'émotion à Berne. Il propose d'exclure l'UDC du Conseil fédéral et d'abandonner la formule magique. L'enquête sur la tragédie du Saxe-Settenbach aboutit à l'inculpation de 8 personnes. Elles sont accusées d'homicide par négligence. L'épave du Yevolison laisse échapper des produits chimiques dans la Manche. C'est l'inquiétude chez les pêcheurs. L'initiative originale de Swisscom, l'entreprise s'allie à une agence de travail temporaire pour reconvertir les employés qu'elle va licencier. Et puis la polémique sur les chiens dangereux, nous verrons des familles qui en ont été les victimes et nous entendrons une vétérinaire spécialiste. Les grandes manœuvres ont donc commencé pour la succession d'Adolphe Guy. Le Parti socialiste a franchi le pas cet après-midi à Berne. Il propose aux radicaux et aux démocrates chrétiens d'éjecter l'UDC du gouvernement et donc de renoncer à la formule magique. Anne-Marc Valder et André Beau. Il aura fallu 15 jours après la démission d'Adolphe Guy pour que se joue le traditionnel scénario de fin de la formule magique. Le Parti socialiste demande que l'UDC soit exclue du gouvernement aussi longtemps qu'elle ne se montrera pas capable de jouer le jeu de la concordance. Je constate que l'année passée, quand on avait élu tout le Conseil fédéral, tout le monde disait, quand M. Haug partira, il faudra discuter politique, il faudra discuter de la formule. Maintenant, jusqu'à maintenant, tout le monde se borne à proposer Madame X ou Monsieur Y et ne discute pas de politique. Nous voulons discuter de politique. Les socialistes suggèrent aux radicaux et aux démocrates chrétiens de trouver le successeur d'Adolphe Guy dans leur rang. Entre attentisme et désaccord, réaction des deux partis concernés. On va d'abord attendre les candidatures de l'UDC, comme nous l'avons toujours dit. On va voir s'il y a de bons candidats et en tirer les conséquences. Je dis clairement non. Le Parti socialiste, dans son communiqué, dit quelque chose de très juste. Il se met derrière la concordance. Ça, je l'apprécie beaucoup. Mais la concordance, elle veut dire que tous les grands partis sont liés dans la responsabilité gouvernementale. Et dès lors, il faut aussi garder l'UDC dans cette responsabilité gouvernementale. En a-t-on vraiment fini avec la formule magique? Voilà des années qu'elle est déclarée moribonde, sans que cela soit suivi d'effet. Alors, Beuté, est-ce que c'est un propos de campagne ou bien est-ce que c'est un tournant ? Bon, vous savez, il parle de time-out. En basket, c'est un terme qui désigne on arrête le jeu pour essayer d'apaiser les esprits. Je dirais qu'ici, c'est exactement le contraire. En proposant de bouter l'UDC hors du gouvernement, le PS essaie d'accélérer le jeu, d'échauffer les esprits avec un coup politique. Alors, il est possible que ça anime quelque peu la scène ces prochaines semaines, mais je crois qu'on peut déjà dire ce soir que ça n'a pratiquement aucune chance d'aboutir. Vous avez entendu le refus d'entrer en matière des radicaux, l'extrême prudence des démocrates chrétiens. Au fond, ils ne veulent pas bouter l'UDC hors du gouvernement. Alors, on peut quand même se demander pourquoi ce refus de toucher à la formule magique. Il y a quand même un premier élément. Les partis bourgeois modérés préfèrent continuer à jouer le jeu des alliances à géométrie variable, plutôt avec l'UDC dans le domaine économique, plutôt avec le PS, parfois dans le domaine social, plutôt en tout cas dans le domaine des relations avec l'étranger. Finalement, ce rôle d'arbitre n'est pas si désagréable. Et puis, il y a une autre raison, peut-être plus massive, c'est que les radicaux et les démocrates chrétiens sont terrorisés à l'idée des effets électoraux d'une telle éviction de l'UDC.
Ils sont persuadés que Blocher y trouverait un statut de martyr qui renforcerait encore son succès. Alors, tout cela ne veut pas dire que la formule magique ne soit pas en crise, mais ça signifie en tout cas que pour l'instant, les partis bourgeois craignent beaucoup plus le remède proposé que le mal. Alain, merci. Pendant ce temps, les candidats à la succession d'Adolphe Guy continuent à se manifester au sein de l'UDC. Et aujourd'hui, c'est une des candidates les mieux placées qui se dévoile, la zurichoise Rita Fourer. On écoute Nathalie Salamin. On dit de Rita Fourer qu'elle est la fille spirituelle de Christophe Blocher. C'est que cette démocrate du centre représente l'aile conservatrice du parti. Aujourd'hui, présidente du gouvernement zurichois, Rita Fourer dirige le département de justice et police avec une main de fer, notamment en matière d'asile. Pour moi, c'est l'occasion de faire valoir au plan fédéral l'expérience que j'ai eue à Zurich en politique, à l'exécutif d'un grand canton. Celui qui fait de la politique avec passion, avec amour et en s'investissant ne serait pas vraiment sincère s'il ne profitait pas d'une occasion comme celle-ci. Président de la section cantonale, Christophe Blocher estime que toutes les tendances de l'UDC doivent être représentées au Conseil fédéral. Reste que la candidature de Rita Fourer n'est pas encore officielle. Je ne crois pas que je prends un grand risque si je dis que l'UDC de Zurich portera cette candidature au Conseil fédéral, même si les dirigeants du parti et l'Assemblée auront le dernier mot. Mais pour être élue le 6 décembre, Rita Fourer devra aussi convaincre le Parlement que 2 Zurichois ne sont pas de trop au Conseil fédéral. Toujours dans l'actualité politique, Francis Maten ne briguera pas de nouveau mandat au Conseil d'État neuchâtelois. Il l'a annoncé tout à l'heure à ses collègues du gouvernement. Et puis les accords bilatéraux avec l'Union européenne ne sont pas encore ratifiés par la plupart des pays, mais les premiers contingents de 40 tonnes seront autorisés dès le 1er janvier à traverser la Suisse. Le Conseil fédéral a donné le feu vert. Il s'agit d'un compromis entre la Suisse et l'Union. L'accident de canyoning du Saxettenbach est dans toutes les mémoires. C'était il y a 15 mois. 21 personnes étaient mortes. Le juge a terminé l'enquête préliminaire aujourd'hui. 8 personnes seront jugées pour homicide par négligence. Sonia Mater. Tout le monde se souvient de ce corps sans vie que des sauveteurs arrachent au flot déchaîné de la rivière. C'était en juillet 99. 21 personnes ont laissé leur vie dans cette vallée de l'Oberland bernois. Elles venaient principalement d'Australie. À la suite du drame, le juge avait ouvert une instruction contre 11 personnes suspectées d'homicide par négligence. Aujourd'hui, on apprend que 8 de ces personnes seront traduites en justice. On leur reproche d'avoir entrepris l'expédition malgré l'orage qui se déchaînait déjà dans le Saxettenbach ce jour-là. Conscient que l'affaire est internationale, le juge d'instruction 4 de l'Oberland bernois a donné ce matin à Interlaken les conclusions de l'instruction préliminaire en 3 langues, l'allemand, l'anglais et le français. Les 3 membres du conseil d'administration d'Adventure World, les 2 responsables du centre, le guide principal de canyoning et 2 guides de canyoning auront à se justifier pour homicide par négligence devant le juge unique de l'arrondissement judiciaire 11 Interlaken-Oberhasli. La société Adventure World, organisatrice de la mortelle randonnée, était basée à Wilderswil. Elle a déposé son bilan il y a quelques mois. Aujourd'hui, 15 mois après le drame, la rivière a son visage des bons jours. À quelques mètres, il reste aux familles un monument, des lettres, des photos. Le jugement des responsables aidera peut-être ces familles, australiennes, sud-africaines, britanniques, néo-zélandaises et suisses, à faire leur deuil. On l'a dit hier, une ligne téléphonique est ouverte après les accidents causés par des chiens dangereux. Une statistique est d'ailleurs rendue publique aujourd'hui avec des résultats étonnants. Par exemple, dans la plupart des cas, vous connaissez déjà le chien qui pourrait vous mordre. Dans 82% des morsures, ça n'est pas un chien rencontré au hasard, c'est un chien qui est déjà dans la famille ou chez des connaissances. Nous allons découvrir 2 familles qui ont cherché de l'aide. Le reportage de William Heinzer et Jean-François Vouga. Ce chien, Simba, aujourd'hui paisible et obéissant, a mordu 2 membres de la famille. Il a fallu 5 séances pour comprendre pourquoi, par exemple, Simba refusait de laisser sa maîtresse sortir de l'appartement. Là, j'étais complètement paniquée. Qu'est-ce qu'il faisait? Oui, justement, il se mettait derrière la porte et puis il grognait. Puis j'étais obligée de lui obéir
Elle m'a même téléphoné une fois au travail, en pleurant vraiment, en me disant, écoute, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas pu sortir de la maison très très facilement. Ça m'a vraiment choqué, ça. Simba était en train de se considérer comme le supérieur hiérarchique de la famille. Il s'était tout simplement positionné au-dessus de Madame. Madame, dans la représentation du chien, il y a une différence de sexe. Le chien reconnaît les sexes. Madame était devenue sa femelle, donc dont il contrôlait les allées et venues dans l'appartement. Il fallait donc faire comprendre à Simba qu'il était temps de redescendre dans la hiérarchie. Monsieur et Madame Macedo ont appris non pas à obéir au chien qui demande une caresse, ils ont appris à donner un ordre au chien avant d'accepter de lui donner une quelconque caresse. Cet autre chien, Ben, a lui aussi mordu sa maîtresse. Toute la famille est allée à l'école dans le même cabinet vétérinaire. Un Golden Retriever à 3 mois est une petite merveille de douceur et de tendresse. Et 2 mois plus tard, il était réellement féroce et dangereux. J'avais peur pour les enfants, que ça pourrait être eux, quand ils sont seuls à la maison avec le chien. Dans notre comportement, presque tout a changé avec le chien. Nous ne lui donnons plus à manger avant nous, mais après nous. Par exemple, lorsque le chien décide de se coucher quelque part, l'endroit où nous les laissons se coucher, c'est dans un coin de l'appartement, mais jamais plus au centre de l'appartement. Le centre de l'appartement est une position de chef et le chien n'y a plus accès. Par exemple, quand il m'apporte un jouet, qu'il aimerait que je chope un bout puis qu'il tire, j'ai plus le droit de le faire parce que si, par exemple, il arrive de me le tirer des mains, ce serait pas une bonne chose parce qu'il aurait gagné le jeu. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le chien en soi, ça reste un carnivore, un prédateur, c'est pas un enfant. Donc ça, c'est à pas oublier de n'importe quel chien, y compris d'un chihuahua. Et seule une modification du comportement des maîtres permet d'éviter les accidents. Colette Pionnel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vétérinaire, c'est vous qui êtes au téléphone pour les gens qui appellent sur la ligne d'urgence. Il faut savoir que vous-même, il y a quelques années, vous avez été attaqué par un très gros chien, vous êtes passé très près du pire. Alors, quand vous conseillez les gens aujourd'hui, quels conseils on peut donner à quelqu'un qui risque de se faire attaquer ? Alors, lorsqu'on a peur d'un chien ou lorsqu'on est dans une situation où on ne sait pas exactement ce qui va se passer avec un chien, et ceci est valable autant pour un adulte que pour un enfant, il ne faut jamais regarder le chien dans les yeux parce que c'est une menace pour lui. Il faut toujours détourner très clairement son regard, voire même détourner la tête, ne plus bouger, ne pas partir en courant comme on aurait envie, arrêter de gesticuler, laisser les bras le long du corps et ne pas crier, attendre que le propriétaire vienne. Ce qui est très difficile à exécuter quand on a peur. Alors, dans le reportage qu'on a vu, on a des cas relativement bénins. Il faut savoir qu'hélas, souvent, c'est beaucoup plus tragique. 60% des morsures touchent des enfants qui en gardent des marques physiques et psychiques toute leur vie. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu de légèreté de la part des autorités, de la part aussi de vous, quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, à Beauvais, un chien qui peut attaquer une mère et son enfant et qui ensuite disparaît dans la nature puisque ce chien est retourné dans un élevage, donc il pourra continuer. L'exemple de Beauvais est un très bon exemple parce qu'il nous met en fait en face de nos responsabilités. Et il a disparu en France, ce qui justifie en fait les mesures que propose l'Office vétérinaire fédéral, soit l'identification de tous les chiens, simplement pour avoir un moyen de traçabilité de ces chiens. Ça signifie, pardonnez-moi, qu'un chien dans ce cas-là qui attaque un enfant et une mère, selon vous, on doit le tracer, l'identifier, on ne doit pas l'euthanasier immédiatement? On doit tracer tous les chiens avant qu'ils agissent. Le fait d'être tracé, le fait d'avoir une marque ne va pas empêcher que le chien morde, mais va pouvoir nous donner les bases nécessaires pour prendre les mesures face à ce chien. Madame, vous savez que certaines voix se font entendre pour des mesures beaucoup plus sévères. C'est le cas notamment à Genève du conseiller d'État Ram Zahir. On va entendre ensuite votre réaction. Je souhaite qu'on soit encore plus dissuasif en trouvant un système de médailles beaucoup plus coûteuses, un système qui vise l'assurance de manière beaucoup plus importante. La première question qu'on se pose, c'est on interdit ou on n'interdit pas. Seulement si on décide que l'interdiction ne se justifie pas, alors il faut trouver d'autres mesures. C'est les coûts pour le détenteur, et puis c'est de savoir si les détenteurs sont capables de posséder des chiens de ce genre. Vous entendez ces propositions, madame, les Français obligent déjà la castration de certains chiens, la muselière obligatoire dans les lieux publics. Est-ce que vous n'êtes pas un peu léger avec ces puces qu'on devrait mettre aux chiens
soupçonné? La puce est une base pour le début de notre action, en fait, c'est bien clair. Maintenant, je n'ai pas entendu toutes les propositions du monsieur qui a parlé avant moi, mais il est bien clair qu'on devra agir au niveau de la responsabilité du propriétaire, de la responsabilité de l'éleveur et du chien lui-même. On doit avoir une action sur les trois parties, pas seulement sur le chien. Et d'ailleurs, en France et en Angleterre, où de telles mesures ont été prises, on a vu en fait que le nombre de morsures n'a pas diminué et qu'en France, le nombre de chiens des races incriminées semble augmenter plutôt que de diminuer. Une des révélations du jour, c'est qu'il n'y a pas que les chiens réputés dangereux qui mordent. Il y a beaucoup récemment de morsures, par exemple de Labrador, qui est un chien plutôt considéré comme calme. Mais enfin, les chiens comme les Rottweiler, comme les Pitbulls, qui sont des chiens très massifs, qui ont été faits parfois pour combattre les taureaux, est-ce qu'ils ne nécessitent pas quand même des mesures spécifiques ? Le problème, c'est que vous pouvez avoir des chiens dangereux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans toutes les races. Et qu'il est très difficile de légiférer par rapport aux caractéristiques morphologiques d'un animal. Et comme vous l'avez dit, nous trouvons aussi des chiens dangereux, des chiens agressifs, dans des races qui sont plus calmes, avec d'autres caractéristiques morphologiques, telles le Labrador et le Golden Retriever. Ce sont aussi des chiens qui sont très répandus dans la population. C'est aussi peut-être pour ça qu'ils ressortent plus souvent dans les statistiques. Mais je ne crois pas que nous prenons des mesures à la légère. Nous essayons de prendre des mesures efficaces. Mais dans une problématique qui est multifactorielle, les mesures devront également être multifactorielles et ne pourront pas toucher que l'animal, mais toucheront également son détenteur et son éleveur. Madame Pionel, merci. Swisscom va licencier plus de 6000 employés, on le savait déjà, mais l'entreprise voudrait être un modèle dans l'accompagnement et la reconversion de ses collaborateurs. C'est une expérience en tout cas qu'on détaille avec Claude Ayer. Pour faciliter la réinsertion de milliers de collaborateurs dont ils se séparent, Swisscom lance une co-entreprise avec les syndicats et l'agence de placement Manpower. Il s'agit plutôt d'une responsabilisation générale des trois partenaires, que ce soit les partenaires sociaux, que ce soit Manpower ou que ce soit Swisscom. Donc les trois partenaires sont, à part plus ou moins égales, responsables de la bonne marche de cette société. Afin de bénéficier des prestations de Workling, c'est le nom de la co-entreprise, il faut avoir plus de 50 ans et avoir travaillé au moins 5 ans à Swisscom. Tout en bénéficiant d'une certaine garantie de salaire, ces ex-collaborateurs seront placés sur le marché du travail temporaire. Et s'ils ne réussissent pas à retrouver un emploi fixe, ils bénéficieront de la retraite anticipée dès 60 ans. Manpower est enchanté de cette collaboration futuriste avec les syndicats notamment. L'avantage que nous aurons pour ces personnes de 50 ans et plus, je pense grâce à l'association avec Swisscom et les partenaires sociaux, c'est que la confiance de ces collaborateurs sera plus grande et nous aurons plus de facilité à les replacer en temporaire. Jusqu'à 500 personnes devraient chaque année pouvoir bénéficier des services de Workling jusqu'en 2005. Les syndicats se félicitent de la créativité de cette solution, même si chez eux, les agences de placement n'étaient pas jusqu'ici en odeur de sainteté. On ne peut pas dire que c'est le diable parce que les places de travail temporaires, c'est vraiment un problème concernant les conditions de travail. Et je crois de discuter maintenant avec Manpower, ça donne aussi la possibilité de trouver peut-être plus tard une solution avec Manpower. Et Workling invite déjà d'autres entreprises publiques confrontées à des restructurations à la rejoindre. Par exemple La Poste et les CFF. Swissair doit affronter toujours plus de passagers agités, voire même violents. C'est l'effet de l'alcool ou de l'angoisse et les consignes sont toujours les mêmes. Les hôtesses doivent essayer de les calmer avec le sourire. Mais quand ça n'est pas suffisant, elles auront maintenant le droit d'attacher les récalcitrants avec des courroies en plastique. Sébastien Faure et Jean-François Vouga. Voilà ce que Swissair veut combattre. Ici, il ne s'agit que d'un entraînement, mais la compagnie suisse affirme avoir recensé plus de 500 incidents sur ses lignes l'année dernière, un chiffre qui a quasi doublé en 3 ans. Aujourd'hui, c'est pour éviter de voir dégénérer de tels incidents que la direction annonce le recours aux menottes. La menotte, ce sera certainement le point culminant, c'est-à-dire lorsqu'on ne pourra pas faire face, ni d'une manière psychologique, ni avec persuasion que le passager doit se calmer. Et s'il met vraiment la sécurité de l'appareil en jeu, si les autres passagers sont menacés, ce sera une manière de le neutraliser. Difficile de savoir qui parmi les passagers est susceptible de craquer une fois à bord. En l'air, hôtesses et stewards se retrouvent donc seuls pour gérer ces situations. Mais Capers, leur syndicat, est très réticent à l'usage de menottes en plastique. Il affirme qu'attacher des passagers est déconseillé par les polices du monde entier et qu'il s'agit là d'un procédé dangereux.